est-ce qu'on est prêt vraiment, techniquement, scientifiquement, pour assumer cette transition vers une agriculture qui soit déjà plus respectueuse de l'environnement, soit pas bio, et pour nourrir la planète? Donc c'est le titre de votre livre. Est-ce que vraiment ça, j'ai eu beaucoup de débats là-dessus, est-ce qu'on est vraiment prêt à nourrir 9 milliards, je rappelle, d'habitants d'ici quelques décennies sur la planète? Oui, on est prêt, et on est, mais tout dépend ce qu'on appelle être prêt. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt sur le plan des connaissances agronomiques? Oui. Est-ce qu'on est prêt sur le plan de leur mise en œuvre politique? Non. Et puis il y a une autre différence, c'est entre les pays tropicaux et les pays tempérés. Le gros enjeu en fait, du débat sur le monde et sur les techniques à mettre en œuvre pour ça, c'est un débat, enfin le gros enjeu c'est savoir si on considère la planète comme un milieu homogène ou si on admet que la planète est composée de milieux complètement différents. Et en fait, le malentendu, voire l'imposture du système conventionnel, j'utilise le mot de conventionnel pour ce qui n'est pas bio, c'est le système qui fait convention, c'est comme ça qu'on le désigne. Le système conventionnel, en réalité, il ne marche que dans les milieux tempérés. Il ne marche que si on a des conditions qui correspondent aux conditions idéales dans lesquelles les variétés ont été sélectionnées et dans lesquelles tout le schéma d'artificialisation des terres par les engrais, de protection des cultures par les pesticides, etc., peut être mis en œuvre. En fait, on a mis en place un système basé sur les monocultures, de variétés standards, de clones en général. Un champ de blé, c'est tous des clones, ils sont tous génétiquement identiques. Et ce système-là, il ne marche que si les conditions sont stables. Dans les 3 quarts des planètes, les conditions ne sont pas stables. Donc, en fait, il y a vraiment 2 questions différentes. Il y a comment est-ce qu'on met en place une autre agriculture dans les pays non tempérés, et comment on la met en place chez nous. Dans les pays non tempérés, la question est très vite résolue. Ce sont les cultures associées qui permettent de très loin de meilleurs rendements, bien plus que les monocultures. Donc on a beau rajouter des engrais et des pesticides pour améliorer les rendements des monocultures, il restera toujours que les cultures associées ont toujours de bien meilleurs rendements. Alors, cultures associées, c'est le fait de cultiver plusieurs plantes sur la même parcelle en même temps. En même temps, disons, ça peut être aussi en succession partielle. Par exemple, si vous avez un champ de maïs pur, tous ceux qui ont déjà vu un champ de maïs se rendent bien compte, ont bien vu qu'au début de la culture, au printemps, on a quelques épis faméliques et puis du sol nu. Ça veut dire qu'il y a une érosion terrible dès qu'il pleut, ça veut dire qu'il y a une grande partie des rayons du soleil qui sont perdus. C'est une catastrophe. Par contre, si vous faites maïs arachide, par exemple, dans un certain nombre de pays d'Afrique, vous avez l'arachide qui va couvrir le sol à l'époque où le maïs est petit, et ensuite, quand le maïs se développe, l'arachide est récolté. Et en plus, l'avantage, c'est qu'elle apporte de l'azote, puisque c'est une légumineuse. Et donc, ces systèmes-là, voilà, quand on a des mélanges de cultures, on a une optimisation de l'utilisation des rayons du soleil, on a une stabilisation du sol, surtout si on rajoute des arbustes et des arbres. On a une capacité à enrichir le sol au niveau fertilisant, en éléments fertilisants. Par exemple, le potassium que les arbres vont chercher dans la roche-mère, par exemple l'azote que les légumineuses synthétisent à partir de l'air, mais aussi le phosphore, que certaines plantes sont capables d'aller mobiliser là où il est présent, c'est-à-dire là encore de la roche-mère ou en forme non disponible a priori. Enfin, voilà, donc on a des systèmes qui, d'un point de vue fertilisation, sont beaucoup plus performants, qui utilisent des rayons du soleil, qui stabilisent le sol. Enfin, voilà, donc forcément, on a beaucoup plus de production de biomasse. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle les cultures associées. Dans les pays tropicaux, ils sont très rapidement plus intensifs, c'est-à-dire permettent plus de rendement à l'hectare que l'agriculture chimique. Donc, la question ne se pose même pas, je dirais. Et donc, ils permettent bien sûr de nourrir bien mieux la planète que l'agriculture conventionnelle. Donc, c'est pour ça que la question de nourrir la planète en bio, c'est une fausse question, c'est une évidence. D'un point de vue agronomique, on nourrit plus de monde en bio, et toutes les études qui ont été faites à l'échelle planétaire l'ont prouvé. Quand certains disent « on sait bien que la bio ne peut pas nourrir l'humanité », alors je lance un appel à tous les gens qui sont dans la salle. Si vous rencontrez ce « on », donnez-moi son nom. Parce que je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Il n'y a aucune étude qui indiquerait que la bio ne pourrait pas nourrir l'humanité. Par contre, il y a des études de comparaison dans les milieux tempérés qui donnent des fausses idées. Et c'est là la difficulté. C'est que dans les milieux tempérés, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a mis en place un système conventionnel tellement abouti qu'il arrive encore à faire illusion. Et donc, effectivement, chez nous, non seulement il fait l'illusion, mais en plus on a tout détruit. Les systèmes de culture autres, c'est-à-dire que voilà, le fertilité des sols, j'allais y arriver, il n'y a plus d'écosystème dans le milieu tempéré. Dans l'agriculture d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. On n'a plus de haies, on n'a plus de sol, pratiquement.
pratiquement, le sol est presque mort. On n'a plus d'éléments naturels de régulation de l'agriculture, etc. Et puis on n'a plus d'humains non plus. Parce que l'agriculture, c'est 3 éléments. C'est l'écosystème, c'est les humains, et c'est l'agrosystème, c'est-à-dire les plantes et les animaux cultivés. Les humains sont fondamentaux. Sans humains, c'est pas de l'agriculture, c'est de la cueillette, c'est de la nature. Et les humains, ils apportent un savoir en matière de variété adaptée au milieu, en matière de techniques qui vont avec les variétés, parce que toute variété ne se cultive pas de la même manière qu'une autre. C'est des envies aussi, des besoins sociaux, des besoins subjectifs, etc. Et donc, notre agriculture européenne, elle a complètement oublié l'humain, il n'y a plus de main-d'œuvre, il n'y a plus de savoir. Elle a complètement oublié l'écosystème, on se retrouve avec un écosystème isolé. Et évidemment, construire une agriculture bio à partir de là, c'est très dur. Et pour l'instant, la plupart du temps, on fait du conventionnel sans chimie. C'est-à-dire qu'on a les mêmes variétés conventionnelles, des variétés qui ont été sélectionnées pour la chimie. On n'a plus d'écosystème, mais on enlève la chimie. Et évidemment, si on a un système qui est fait pour la chimie et qu'on enlève la chimie, les rendements baissent. Donc pour l'instant, on est confronté à ça, et c'est là où on a effectivement un gros travail, et la politique agricole commune pourrait aider à faire ce travail-là, c'est-à-dire de réorientation des techniques, de réorientation des pratiques agricoles, et comme l'a très bien dit José Bouvet, remettre de l'agronomie au cœur de l'agriculture, parce que tout ce que je viens de dire là, c'est de l'agronomie pure en fait. Alors ce groupe